Merci beaucoup Christian. On va passer au musée du radar avec Philippe Renaud. Donc voilà, je vais vous parler du musée franco-allemand du radar qui est à Douvres-la-Délivrance. C'est un petit village fort peu connu qui est à 3 km de la côte entre Caen et Courseulles, des lieux qui vous sont un petit peu plus familiers. C'est un musée qui souffre du fait d'être à 3 km de la côte, d'être déjà, à l'échelle de la Normandie, totalement éloigné du flux essentiel de touristes. Il y a 2 millions de touristes qui viennent chaque année en Normandie. Il y en a 1 200 000 qui vont visiter le cimetière américain et Omaha Beach et globalement le secteur américain des plages et débarquements. Dans la région de Caen, le site qui voit venir le plus grand nombre de visiteurs, c'est le mémorial de Caen avec 400 000 visiteurs. Et puis en dessous, on tombe à 100 000. Et notre musée radar, à 3 km de la côte, c'est 5 000 visiteurs. Donc, en tout cas, en prenant le meilleur de la région caennaise par rapport au secteur américain, on est dans un rapport de 1 à 10. Et ce que je vais vous montrer là, bon, c'est l'aventure assez fabuleuse à laquelle j'ai été mêlé depuis 2 ans, qui va compléter le propos de Christian pour montrer comment le cheminement qu'on a parcouru peut donner l'impression parfois non pas de vendre son âme au diable, mais en tout cas d'essayer de voir par quelle façon, par quel chemin on peut dynamiser et intéresser les partenariats. La vue aérienne que vous voyez là, donc vous donne une idée du site. Le site a ceci d'extraordinaire, et c'est ce qu'on fait vivre aux visiteurs. Musée radar, il y a plein de gens d'abord qui ne viennent pas en se disant « Ouh là là, on va voir un musée super technique, moi le radar je ne connais rien, ça ne m'intéresse pas, donc je ne viens pas ». La communication passe par le fait de leur dire c'est absolument pas ça que vous venez voir. Aux visiteurs, quand on fait une visite guidée, on commence tous par dire rassurez-vous, pas de technique, sauf si vous avez des questions, on veut bien y répondre. Mais par contre, on vous amène dans l'aventure extraordinaire que représente ce site et l'aventure extraordinaire qui a été la découverte du radar d'une façon générale à travers tous les pays qui ont contribué. Au centre de l'image, vous voyez ce qui est le clou du musée. Un radar Würzburg, qui est un des seuls 5 restants au monde, donc les 5 sont en Europe, 3 sont en France, et donc celui-ci est authentique de 1942. Je vous passe sur l'histoire, parce que le but de mon propos, c'est vraiment de vous montrer la démarche, et je vous invite à venir visiter cet été le musée pour en savoir plus. Mais donc, il y a le radar, et tout de suite, à gauche, quand vous suivez le petit cheminement que vous voyez sur la vue, c'est l'entrée d'un bunker, et ce bunker-là, c'est le poste de commandement de la station. Parce qu'en fait, la force de ce site, c'est que c'est pas un musée qui a été construit de façon artificielle, ou un radar qui a été posé là de façon artificielle aussi, c'est que le site est celui d'une authentique station radar allemande, intégrée au mur de l'Atlantique, et qui a été opérationnel d'octobre 1943 à juin 1944. Et puis, en dehors de l'image, sur la partie de droite, juste là où vous voyez du blanc, en fait, il y a le TA-10, le radar d'Orly, et c'est ce qui m'a amené à mettre le doigt dans cette aventure extraordinaire, c'est que, passionné et intéressé par la préservation du patrimoine, en 2012-2013, on entend dire que ADP veut retirer le radar d'Orly qui tombe plus depuis déjà des années. Et moi, dans ma grande naïveté, je me dis oh je connais un musée radar, quoi de mieux qu'un musée radar pour y mettre un radar. On a fini par l'apporter, sauf que, chose que j'ai découverte à l'usage et en arrivant, c'est que donc ce site est authentique, et en 2014, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, il a été classé site authentique. Donc il est hors de question de toucher, il faut absolument préserver l'authenticité de ce site. Et toute la démarche va consister à se dire comment on va pouvoir donc
valoriser ce patrimoine en jonglant sur le côté authentique, mais en jonglant sur le fait que, a priori, la thématique n'est pas nécessairement la plus intéressante. Pour vous, parce qu'on est quand même aviation civile, enfin navigation aérienne, je vais quand même vous emmener un tout petit peu dans l'univers, et très très brièvement, dans l'univers du contrôle aérien de l'époque, parce que c'est fantastique. Et encore une fois, c'est cette aventure-là que l'on veut faire vivre aux visiteurs, qui en général, quand ils ressortent d'une visite de 1h15, quand on veut faire court en saison, ont les bras qui leur tombent en disant « mais jamais on nous a montré ça, c'est un aspect totalement méconnu de l'histoire, non seulement de l'aviation, mais de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en général ». Donc la station faisait partie d'un réseau extrêmement complexe et extrêmement étendu, qui était un petit peu le pendant de la chain home que vous connaissez sur la côte britannique, de Dunkerque à Brest, même sur la seule Normandie, on a à l'unité près recensé une centaine de radars qui étaient opérationnels en 1944, 100 radars. Douvres-la-Délivrance était l'une des 6 principales stations, aujourd'hui on appellerait ça une station directrice, et le hasard de l'histoire a voulu qu'elle soit la seule à être derrière les plages du débarquement. Donc vous voyez au centre, c'est au nord de Caen. Une grosse concentration, c'était la région de Cherbourg, et sinon en Normandie, il y avait Antifer et Dieppe. Et les 2 seuls autres sur toute la côte française, de Dunkerque à Brest, c'était une station dans la région d'Abbeville et une station au Cap Fréhel, donc à côté de Saint-Malo. Et ces stations-là, ces 6-là, et donc les 4 principales normandes, se caractérisaient par le fait qu'elles étaient toutes équipées de ces 3 types de radars. À gauche, vous avez le Wasserman, qui est un radar longue portée. Longue portée, pour l'époque, c'est 380 km. Ça veut dire que de la Normandie, on voyait au nord de Londres, dès lors qu'on était au-dessus de 4000 ou 6000 mètres. Au milieu, un Freya qui est 200 km de portée, et à droite, le Würzburg, un radar courte portée, 80 km, dont, pour les 2 derniers, 2 étaient présents sur le site en 1944. Alors, petit aspect intéressant, simplement pour imaginer que d'abord ces radars-là, même s'ils sont sur des embases et qu'ils tournent, ce n'étaient pas des radars de veille comme on a l'habitude de les voir aujourd'hui, un radar qui tourne de façon permanente sur un aéroport. Le radar, il fallait à cette époque-là l'orienter dans la direction dans laquelle on voulait chercher. Les Alliés ont, les premiers, à partir de 1942, eu des visualisations qui nous sont familières, hein, celle du PPI, là, représentation verticale de la situation, avec le balayage. Mais du côté des Allemands, ça n'est arrivé que fin 1944 approximativement. Et là, ce que vous voyez, qui peut laisser croire à certains qu'il s'agit d'un radar panoramique, en réalité, ça n'est ni plus ni moins qu'un oscilloscope, c'est-à-dire que c'est une échelle de distance que les ingénieurs ont tordue et ont répartie sur toute la circonférence du cercle, ce qui fait que sur un écran qui va faire 10 cm de diamètre, et ben en fait, ils ont 30 cm. Donc, ça n'est qu'une amélioration de la précision de lecture. Vous voyez, c'est pas trop technique, et ce sont des choses à travers lesquelles le visiteur est assez scotché. Et là, au centre du bunker, la salle de commande, donc il y a, si c'est suffisamment lisible, vous voyez en position 1 et 2, le système de représentation de la position de l'avion, et en 4-5, un opérateur qui voit, vu du dessus, les positions des aéronefs, sauf qu'une position, ça bouge, et à ce moment-là, on ne sait pas enregistrer la position, et donc il va la retranscrire sur le grand panneau central que vous voyez donc en 5, qui n'est ni plus ni moins qu'une carte transparente. Donc il est écrit à l'envers, pour la qualif, et derrière ce mur transparent, en position 6, ce sont les contrôleurs qui donc voient la carte à l'endroit, la situation aérienne qui en fait a été dessinée, et par radio vont guider les équipages. La représentation de gauche, c'est en détail ce que vous avez vu en 1 ici. Donc, par contre, elle est assez extraordinaire en sens que c'est un dessin qui a été fait en 1943 par un résistant en Belgique qui, pendant une semaine de maintenance du site,
s'est introduit nuitamment et à la lueur de bougies a fait le dessin que vous avez sous les yeux. Et la carte, donc sur la droite, représente une autre station que celle de Douvres, et probablement, vu le centrage, c'est celle de Dieppe, mais c'est cette carte translucide sur laquelle la situation était retranscrite. Donc on est très loin de la représentation radar à laquelle on est habitué. Et là, vous avez des calques sur la surface, hein, au-dessus de la... Je ne peux pas appuyer parce que je ne sais pas s'il y a un pointeur. Mais sur le dessus de la table que vous voyez à gauche, qui est translucide, il pouvait aussi installer des calques selon les endroits. Et donc là, vous avez les trajectoires avec le marquage minute par minute des positions successives. Voilà, donc je reste sur cette image avant de repasser le théâtre, quoique. Donc cette problématique a été assez passionnante, et comme je vous l'ai dit, moi je suis arrivé avec mon radar civique sous le bras, et les premières conversations pour se dire comment valoriser ce site, donc à part la passion et l'intérêt qu'on essaye de mettre dans les visites guidées, ça a été de convaincre, en un mot, les investisseurs, parce que pour développer un musée, il faut des moyens. Et si j'aborde ceci, c'est parce que je pense que sur la table ronde qui va venir, justement, c'est juste pour donner cet éclairage, c'est que le financement, la relation avec les élus, etc., est évidemment un aspect incontournable. Entre l'équilibre de funambule, hein, d'être sur ce site auquel on doit conserver son caractère authentique, et la nécessité évidente d'élargir la thématique pour accueillir un public plus vaste, la marge est extrêmement étroite. Alors, ce qui nous a guidés, c'est que, comme on l'a évoqué ce matin sur d'autres sujets, sur Aéroscopia avec le Concorde et d'autres choses, il est clair que inviter et attirer la jeune génération est quelque chose d'absolument indispensable. Donc l'aspect pédagogique est également indispensable. Et quand on parle de technique radar, il est clair qu'on a du mal à demander à Thales de subventionner un musée qui va faire la publicité du matériel Telefunken de 1942. Donc il faut amener le visiteur vers quelque chose dans lequel il va se sentir plus touché. Je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, en parlant de M. Homais dans le colloque qu'il y avait eu sur le tourisme de mémoire, mais l'objet de mémoire, et là on est dans un lieu de mémoire aussi, n'est pas un but en soi, n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Et c'est cette réflexion qui est de dire, à partir de ce musée radar, vers quoi peut-on s'ouvrir pour attirer du monde? Alors, vous l'avez remarqué sur la diapositive d'entrée, c'est le musée franco-allemand du radar. Il a été rebaptisé comme tel en 2014, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Et ça a été une opportunité et une idée géniale, parce qu'aujourd'hui, en Normandie, il y a un grand dossier porté par toute la région, qui est la candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà bien un domaine auquel le musée, tout petit soit-il, a pu se raccrocher, parce que le patrimoine mondial de l'UNESCO, vous imaginez bien que l'UNESCO, quand on lui propose les plages du débarquement, l'UNESCO ne va pas glorifier un champ de bataille, ce n'est pas l'esprit. Donc, la démarche de la région a été de dire, en fait, les plages du débarquement, c'est le kilomètre zéro de la voie de la liberté. Le débarquement, c'est le geste des démocraties qui vont libérer l'Europe de tous les totalitarismes. À l'intérieur de ça, les valeurs fondamentales qui sont portées, ce sont donc la paix, la liberté, la réconciliation. Et quand on arrive en disant, vous voyez, musée franco-allemand du radar, voilà bien un emblème de la réconciliation. Et à travers ceci, le tout petit musée est associé à cette aventure fantastique du classement. Et je verrai plus dans le cours de la table ronde. Donc c'est à travers ceci que des synergies et une entente, une compréhension peut s'établir entre le musée, les municipalités, les élus locaux et la région en sens large. Merci beaucoup, Philippe. Je vois une réalité économique sur laquelle on n'a pas encore